Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans cet épisode, j'ai reçu Olivier. Olivier est coach en développement personnel. Il accompagne les porteuses de projets à se sentir sereines et légitimes et réussir à mobiliser toute leur confiance et leur potentiel dans leurs actions. Mais ce n'est pas sa seule vocation. On en discute justement ensemble de toutes ces casquettes, mais on parle aussi de liberté, de ce que c'est et comment on peut la vivre, du fameux pourquoi on fait ce qu'on fait, de nos valeurs, de nos rêves, des activités qu'on arrête de faire et de celles qu'on commence. Et dans tout ça, on parle aussi de l'improvisation théâtrale et de ses bénéfices. Bref, avec Olivier, on a échangé sur beaucoup de sujets. Il se confie également sur ses prises de conscience qui lui ont fait changer sa vie. J'espère que cette conversation résonnera en toi comme elle a résonné en nous. Je te souhaite une belle écoute. Hello Olivier, je suis trop contente de te recevoir sur ce podcast. Salut Flo, écoute, moi je suis très content que tu m'aies invité. Je suis très content qu'on puisse échanger aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, Olivier, c'est l'une des premières personnes que j'ai pu interviewer quand je cherchais mon client idéal, quand j'ai créé mon programme. Grâce à notre super coach en commun, Clémence, eh bien, j'ai pu te rencontrer et on a eu un échange, je crois, qui avait duré bien 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Entre l'interview, une sorte de mini séance de coaching à l'intérieur et aussi un partage de ta propre expérience, parce que toi, tu avais fait la CC School, quelques mois avant. Et ça avait été, mais pour moi, des moments où j'ai vraiment pu me projeter sur la suite et prendre confiance en ma posture de coach, parce que j'avais pu t'aider en très peu de temps. Et aussi, j'avais pu me dire, ok, lui, il est dedans, il y arrive, je peux le faire aussi. Je me souviens très bien de cet échange qu'on avait fait ensemble, qui avait été hyper intéressant. Et effectivement, je crois qu'on a bien parlé 1 heure et demie. On est sorti même de la trame que tu avais prévue. Et ça avait été très enrichissant pour moi. Et pareil, c'était une belle rencontre. Moi, j'avais été ravi d'échanger avec toi. Et ça m'a donné en plus derrière l'envie de t'inviter dans mon programme, parce que du coup, on spoil un peu les auditeurs. Mais j'ai un programme dans lequel tu fais une petite apparition surprise. Et j'en suis très content. Donc là, c'est la suite de notre rencontre et je suis ravi d'être là. Quelle histoire! Et là, maintenant, on enregistre un épisode de podcast ensemble. Tu étais dans les premières personnes que j'ai contactées, parce que j'avais vraiment très envie de t'inviter. Et donc maintenant qu'on a fait cette belle introduction où tout le monde connaît notre histoire, eh bien, je t'invite à te présenter comme tu en as envie. Tu es pas obligé de parler de ton métier, tu veux parler de tout ce que tu veux. Je t'en prie. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Olivier. Je suis multicasquette, hein. Je suis coach en développement personnel, ce que j'aime plutôt appeler coach en épanouissement professionnel et personnel, parce que l'épanouissement est important pour moi. S'épanouir, c'est important. Et je suis également coach de théâtre d'improvisation. Je donne des cours en communication. Enfin, je fais plein de choses. Je suis ce qu'on appelle un slasher. J'ai plein de casquettes. Voilà, et je suis passionné par le théâtre, je suis passionné par la danse. Voilà, j'aime beaucoup la culture. J'ai dansé pendant très longtemps, et mon métier avant était dans le secteur de la danse. Voilà, j'accompagnais des compagnies de danse sur la route dans leurs tournées. Eh bien, j'apprends quelque chose. Je savais pour Et le oui. théâtre, je savais pour les cours, mais je ne savais pas pour la danse. Mais quel type de danse tu dansais ou tu danses? Alors, moi, ce que j'ai fait pendant très longtemps, ce sont les danses de couple. J'ai fait ce qu'on appelle la danse sportive, donc les 10 danses, les danses standards et latines. Et puis après, je me suis un peu spécialisé dans les danses swing, donc le rock que j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Et puis ensuite, ça a été le West Coast swing. Voilà. Donc, je suis passionné de danse. J'ai arrêté il y a quelques années maintenant pour le théâtre, au profit du théâtre. Puis voilà. Et comme j'étais passionné de danse, très naturellement, je me suis orienté vers une carrière dans le secteur culturel, et pendant 10 ans, j'ai travaillé avec des compagnies de danse internationales, un métier qui était sur le papier le plus beau métier du monde.
Et puis dans la réalité, pas si aligné que ça avec ce que j'avais envie. Donc il y a 2 ans, j'ai changé de cap et je me suis lancé dans le coaching avec la ferme intention de pouvoir faire tout ce qui me plaisait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enseigne le théâtre et voilà. Et je m'épanouis maintenant depuis 2 ans dans mon activité. OK, trop bien, merci beaucoup. Je me rends compte à quel point on peut avoir tellement de vie en une. On avait cette conversation, pas plus loin qu'hier soir avec mon copain où, on se dit: «On n'est pas vieux», enfin vraiment on a la vingtaine tous les 2 et pourtant quand on regarde juste quelques années en arrière, on a l'impression que c'était la vie de deux autres personnes. Cette sensation comme si, c'était pas nous parce que notre vie d'aujourd'hui est tellement différente de celle d'il y a quelques années que c'est vraiment comme si ça nous appartenait plus, quoi. Comme si, c'était que des souvenirs, mais même s comme si c'était même pas nos souvenirs. Enfin, vraiment ce sentiment un peu de détachement de cette autre vie et là, quand tu me racontes ça, tu étais sur les routes, tu étais avec des compagnies, tu as travaillé, donc dans le monde vraiment, du spectacle, de la culture. Donc tu continues encore, en étant, prof d'improvisation. Mais à côté de ça, bah, tu es aussi dans le monde du coaching, tu travailles en digital, tu es sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est 2 mondes totalement différents et pourtant, on arrive à faire tout ça dans une vie et je me demande si c'est pas justement une forme de liberté, tu vois? Si c'est pas aussi ça, se libérer des codes sociaux, se libérer d'une certaine image qu'on a d'une vie, d'une carrière, de pouvoir s'autoriser à faire plein de choses différentes et à vivre de manière différente, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Ouais, je suis assez d'accord. Alors la liberté, chacun a sa vision un peu de ce que c'est. Moi, je pense que, j'écoutais un podcast, il y a pas très, très longtemps là-dessus et j'étais assez d'accord sur ce qui était amené. C'est que la liberté, c'est sortir d'une zone d'enfermement, en fait et que finalement on re-rentre dans d'autres choses qui nous enferment, en tout cas qui nous lient. Donc la liberté, est-ce que c'est pas une utopie un peu, Mmh. de se dire on va être libre. Mais je suis assez d'accord avec toi. On a des vies qui sont pas linéaires. Moi, pareil, si je regarde en arrière, bon, alors là, j'ai partagé les métiers que je fais en ce moment, mais il y en a eu tellement d'autres. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu 1000 vies. Je suis passé par la gendarmerie. Enfin, voilà, j'ai fait plein de choses. Et j'ai donné des cours de danse aussi pendant un temps. Voilà, et en fait, je trouve ça tellement riche aujourd'hui quand je regarde en arrière. Je suis hyper content d'avoir fait tout ça, de m'être autorisé aussi à tester plein de choses. Et puis sur la suite, je me dis, ah, il y a encore plein d'autres choses qui m'attendent. Je suis pas prêt pour ce qui va arriver après et peut-être que je vais me surprendre encore. Et ça, c'est chouette. Mais trop bien, mais totalement, mais je suis d'accord avec toi, c'est enfin pareil, enfin avec mon entreprise, tu sais, souvent dans les masterclass pour ceux qui sont pas entrepreneurs, il y a quand même un truc qui est la vision. On parle tout le temps de, quelle est ta vision sur, 1 an, 3 ans, 10 ans et on t'invite vraiment à travailler cette vision parce que ça te permet de te motiver, ça te permet de faire des choix plus alignés avec ta vision et j'ai toujours eu du mal quand même avec cet exercice, d'un point de vue, très concret, parce que je suis tellement consciente que je vais changer d'avis. Je suis tellement consciente, que j'ai déjà changé d'avis plein de fois et que je suis encore dans une période de ma vie où je me construis, et puis je crois aussi au fait qu'on se construit toute sa vie, si on s'autorise à se construire toute sa vie. Mais j'ai pas encore acheté de maison, j'ai pas encore posé mes bagages nulle part. J'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir de nouveaux pays. Donc ça se trouve que demain je pars, voyager et découvrir le Mexique. Je tombe amoureuse de ce pays et j'ai envie, d'y rester toute ma vie. Donc, toute ma vision montée un business plan sur 10 ans, en fait, ça va peut-être, totalement, partir aux oubliettes et donc j'ai vraiment du mal avec cet exercice parce que justement, je suis tellement consciente du fait qu'on peut faire tellement de choses différentes et totalement changer d'avis et totalement transformer sa vie. Pas forcément du jour au lendemain, mais presque, que c'est compliqué pour moi et en même temps, c'est hyper important de le faire pour justement se créer des opportunités et avancer vers une vie, qu'on a envie d'avoir. Et je suis plutôt du coup dans une vision où j'ai envie d'avoir une entreprise qui me permet de vivre où je veux, de faire ce que je veux et et de pouvoir changer d'avis. C'est ça ma vision du coup. Ouais, c'est intéressant. Après, moi, j'aime l'idée que quand on regarde en arrière, quand on regarde ce qu'on a fait, en fait, on est capable de trouver des ponts
des points communs. Moi, si je regarde le parcours que j'ai suivi jusqu'à présent, en fait, il y a une valeur qui s'exprime dans chacun de mes métiers, qui est la transmission et l'accompagnement. C'est que quand j'étais directeur de la communication pour une agence artistique, j'étais vraiment dans accompagner la structure à communiquer, à transmettre des messages. Donc, il y avait cette idée de transmission. Quand j'enseigne le théâtre, quand j'enseigne la danse, je suis dans la transmission d'un savoir aussi. Et en fait, le coaching, c'est aussi une transmission sous une autre forme, parce que je viens pas forcément avec un savoir que les personnes que j'accompagne n'ont pas. Je viens par contre avec une transmission d'énergie, avec une transmission d'outils pour aider la personne, et je les accompagne là-dedans. Et en fait, quand tu regardes un peu en arrière, tu peux peut-être te rendre compte que ta vision, ta mission, tu l'as plus ou moins incarnée déjà, et tu vas continuer à l'incarner sur la suite. Ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est la mission et le pourquoi, en fait, on se lève le matin, c'est quelque chose qui reste quand même assez présent, je pense, toute une vie, à partir du moment où on l'a identifié. Parce qu'après, ça demande aussi un certain travail que tout le monde ne prend pas le temps de faire, ne Mm. sait même pas qu'il peut le faire. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, on en parlait dans l'épisode 4 du podcast avec Maria, on parlait du fait justement que les entrepreneurs ont beaucoup plus de chances de pouvoir faire un travail sur eux-mêmes parce qu'ils sont invités à le faire pour justement évoluer, développer leur entreprise. On dit que ça passe par toi, ton outil principal, c'est toi. Surtout quand tu fais de l'entrepreneuriat et donc que tu te vends toi, tu vends ton expérience, tu vends ton expertise, tes compétences et ta personnalité. Et c'est beaucoup plus simple de venir dire aux autres, la solution c'est de travailler sur soi, donc travaille sur toi quand tu es coach, quand tu l'as déjà fait toi. Ouais. Et c'est vrai que pour des personnes qui ne sont pas dans cette sphère-là et qui n'ont pas cette opportunité, qu'on ne leur dit pas, en gros, c'est l'une de tes premières tâches à faire, c'est beaucoup plus difficile de se poser cette question. Donc, si tu nous écoutes et que tu n'es pas dans ce cas de figure, n'hésite pas à te demander pourquoi tu te lèves le matin et quelle est ta mission, en quoi tu crois profondément, en fait. C'est ça, le pourquoi, c'est quelle est la conviction que tu as et que peut-être les autres n'ont pas, mais et ça ne te dérange pas. Je me suis rendu compte que moi, mon pourquoi, ça me dérangeait pas que les autres, n'y croyaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a d'autres choses, d'autres valeurs, d'autres croyances où on est, ça nous frustre, ça nous décourage ou ça nous met en colère quand les autres, ne vont pas dans notre sens. Oui, le pourquoi, il est très personnel, en fait, le pourquoi on fait les choses. Faut vraiment distinguer le pourquoi et nos valeurs. C'est pas la même chose. Ouais. Nos valeurs, quand elles sont contrariées, oui, ça a tendance à venir nous chercher sur ce qui est important pour nous. Le pourquoi, il est très personnel et si les autres ne vont pas dans le même sens que nous, ce n'est pas dramatique. Ça nous appartient pleinement. Et c'est vraiment là la différence entre la direction que je prends et les valeurs qui sont un peu ce sur quoi je m'appuie et qui guident un peu mes choix. J'ai envie de te demander, du coup, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi tu as autant de casquettes? Est-ce que c'était un choix pour toi ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure et tu t'es un peu retrouvé face à la situation? Ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Enfin, ouais, c'est un petit peu ça. J'aimerais dire, ah non, mais tout est planifié. Je suis quelqu'un de très organisé et j'avais prévu tout ce qui se passe. C'est pas complètement vrai. Ce qui a déclenché mes changements aujourd'hui, c'est surtout que j'étais plus bien dans ce que je faisais. J'étais en perte de motivation, perte d'énergie. Et pour ceux qui me connaissent un peu, ça me ressemble pas trop de plus être en énergie et de plus être dans quelque chose de positif dans le plaisir, parce que ma valeur principale, c'est le plaisir. Et j'avais perdu ça, je prenais plus de plaisir dans ce que je fais, j'étais en perte de motivation, je me questionnais beaucoup et en fait, à un moment donné, enfin, c'est pas que je suis descendu trop bas là-dedans, mais je me suis dit, c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça, il faut que je change, quoi. Il faut que je change quelque chose. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me tourner vers le coaching. Alors, non pas pour me former au coaching, mais pour être accompagné par l'outil du coaching. Et en fait, dans cet accompagnement, ça a résonné avec tellement de mes valeurs, tellement de choses qui me parlaient que je me suis dit, mais en fait, ouais, ça pourrait être ça, pourquoi pas continuer là-dedans. Et comme je disais tout à l'heure, ça rejoignait un petit peu mes envies de partage, d'accompagnement.
Ça faisait sens en tout cas pour moi à ce moment-là et je me suis dit: «OK, je me forme à ça et on voit». Et puis une fois que je me suis formé au coaching, ça a été comme un déclencheur pour moi. C'est-à-dire que je ne pouvais plus continuer ce que je faisais. Je pouvais plus, continuer à travailler dans l'entreprise dans laquelle j'étais, et donc je suis parti très, très rapidement. J'ai monté ma structure. Et quand je suis parti, quand mon contrat s'est terminé, parce que entre le moment où tu décides de partir et le moment où le contrat se termine, il se passe quand même quelques mois. Et quand mon contrat s'est terminé, que je me suis retrouvé seul chez moi avec juste mon projet de tiens, et si je faisais du coaching, promis quelque chose, c'est que je n'allais faire que ce qui me ferait vibrer, et que j'allais vraiment prendre du plaisir, et que maintenant, ce qui était important, c'était prendre du plaisir. Et que pendant 1 an, j'allais appliquer un concept du coaching, qui est je dis oui. Je dis oui à ce qui se présente et je vois. Et en fait, pendant 1 an, j'ai accepté tout ce qu'on me proposait. Peu importe, mais même si est-ce que tu disais oui, parce que ça te faisait vibrer ou tu disais oui Oui, pour ouais. appliquer le oui? En fait, je faisais oui si c'était pas en complet désaccord avec ce qui me plaisait. Mmh. Et puis je me fermais aucune opportunité. Et puis et derrière, je me disais bon, ok, la deuxième année, tu feras le tri dans ce qui t'a plu réellement ou pas. Mais là, tu as 1 an où tu vas pouvoir expérimenter des choses. Et c'est comme ça que en fait, c'est l'été, juste avant de quitter mon poste, que je discute avec une amie du théâtre et que je me dis: «Mais j'ai pas envie d'arrêter le théâtre». On avait un groupe qui s'était terminé. On avait une troupe qui n'a pas survécu au Covid, heu, Comme beaucoup, je pense. comme beaucoup de structures. Et puis on se questionnait, on était là: «Mais moi j'ai pas envie d'arrêter». Et puis en même temps, moi je me lancerais bien, j'ai bien envie d'animer des ateliers, voilà, de partager, de remonter une dynamique de groupe. Et puis elle aussi, elle était dans la même volonté. Et du coup, on s'est dit: ben allez, on fonce, on y va, on se lance, on crée un groupe et on verra». Et puis c'est comme ça que sont nés les ateliers de théâtre d'improvisation dès la première année d'entrepreneuriat. J'ai tout rattaché sous mon entreprise, hein, donc toutes mes OK. activités sont sous la même enseigne. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Donc c'est un peu des hasards de la vie. Et puis on est venu me chercher pour donner des cours aussi, à des étudiants. Et je me suis dit: OK, je suis toujours dans mes valeurs, transmission, partage. Et puis j'aime ça, le contact avec les autres. Donc je me suis dit: «Bah, OK, allez, vas-y, je vais donner des cours». Donc je donne des cours de relations presse, de storytelling, voilà, et je m'éclate là-dedans parce que j'arrive à reglisser du théâtre, voilà. Ce que je fais en fait, aujourd'hui, toutes mes activités, j'arrive à ficeler les choses. C'est-à-dire que enfin, à ficeler, pas forcément. J'arrive à lier les choses. Dans mes cours, je fais du théâtre et je fais aussi du coaching. Dans mon coaching, parfois, je viens glisser des exercices de théâtre. Dans le théâtre, je viens glisser du coaching et puis j'utilise mes cours de storytelling pour alimenter mes ateliers de théâtre. Et en fait, tout ça est interconnecté et je m'éclate là-dedans. Et voilà, et pourtant, ça a été un petit peu des choses qui se sont présentées sur mon chemin et j'ai dit: «OK, oui, j'y vais et puis on voit. Fais-toi confiance». Je me demande si justement c'est parce que tu t'es mis dans cet état d'esprit où tu étais ouvert aux opportunités, où tu étais pas avec des œillères focus sur un objectif unique. Si justement c'est pour ça qu'on est venu te chercher, on t'a proposé des choses, tu as eu droit à des opportunités, je crois assez au pouvoir de la disponibilité. À partir du moment où j'ai allégé mon emploi du temps, où je me suis laissé de l'espace pour respirer, c'est là aussi où j'ai eu le droit à pas mal d'opportunités. Il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie. Je me rappelle justement quand tu m'as proposé de participer à ton programme, de faire des vidéos. À ce moment-là, je venais de prendre la décision que j'allais arrêter de prospecter ou de faire de la vente pour mon entreprise. J'étais vraiment dans un désir de je repars un peu dans le salariat parce que là, c'est plus possible, pour moi de tout gérer. Donc je me suis allégée de l'espace en me disant: «Je me concentre sur ma vie personnelle», parce que j'étais en plein déménagement et sur ce nouveau travail. Et finalement, à ce moment-là, sur quelques semaines, tu m'as fait une proposition. J'ai eu des appels découvertes, j'ai rentré des clients, j'ai rentré donc un contrat avec toi
Alors que c'était pas dans mes objectifs, c'était pas quelque chose sur lequel j'étais focus finalement. J'avais juste laissé de l'espace pour justement me laisser du temps à moi et finalement ça a été, de l'en enfin du chiffre d'affaires qui est rentré et je me suis dit: «Ouais, OK, c'est quelque chose déjà auquel je croyais», mais là ça m'a vraiment validé ça. Après, j'avoue que j'étais un petit peu dépassée sur le moment parce que justement j'avais beaucoup de choses à gérer, mais je l'ai pas du tout regretté. J'ai essayé d'arrondir les angles pour que tout le monde soit content et que ça fonctionne pour tout le monde. Et donc, est-ce que tu penses que c'est ce pouvoir de t'être mis dans un état d'esprit, pour, dire oui à tout ce qui te faisait vibrer, au moins juste un minimum, qui a fait que pendant 1 an, tu as eu toutes ces opportunités, que ça s'est un peu construit comme ça autour de toi? Ouais, je pense vraiment que c'est l'état d'esprit dans lequel je me suis mis qui a amené les opportunités. J'étais beaucoup plus ouvert, à les accueillir, d'autant que pendant 10 ans, j'avais été sur les routes tout le temps, j'étais jamais présent et j'avais cette sensation, en fait, de n'avoir le temps de rien. Mmh. J'avais pas le temps de rencontrer de nouvelles personnes, je restais sur mon cercle d'amis. Heu, je me disais: «Ah, j'aimerais bien qu'on me propose, des projets de théâtre», mais on me les proposait pas, mais parce que j'étais jamais là, en fait. J'étais tout le temps en vadrouille et à partir du moment où tout ça s'est arrêté, où j'avais plus le temps, plus la disponibilité et en même temps, j'étais pas à aller chercher, hein. J'étais juste ouvert aux choses, et beh, il y avait cette hyper attention, en fait, je pense, à ce qui pouvait arriver et quand ça arrivait, en fait, j'étais prêt et j'avais la disponibilité de dire: «OK, on y va» et finalement, les projets de théâtre sont arrivés aussi. On a monté un collectif, de théâtre forum, la même année et là, pareil, je m'éclate sur le théâtre forum. Pour ceux qui connaissent pas, ce qu'est le théâtre forum, c'est en fait utiliser le théâtre pour faire débat. Et c'est aller, faire débat sur des situations d'oppression. Donc par exemple, on est intervenu sur le harcèlement scolaire, on peut aller intervenir sur, les oppressions qu'on peut ressentir en entreprise. Voilà, il y a vraiment plein de sujets qu'on peut aller aborder avec le théâtre et on utilise le théâtre, on monte des scénettes et on invite les gens à rentrer sur scène, à jouer avec nous pour proposer des choses, pour faire changer la situation et en fait, c'est génial. Vraiment, c'est un outil formidable et je ne connaissais pas avant il y a 1 an, je ne savais pas ce qu'était le Théâtre Forum et en fait, dans une discussion un soir avec, un ami, le sujet est venu et on s'est dit: «OK et si on tentait, de se former au Théâtre Forum et si on y allait et voir ce que ça donne?» Et le projet est lancé et puis maintenant on signe des contrats, de Théâtre Forum. On a notre collectif et voilà et les choses arrivent en fait, naturellement. C'est trop bien. Je connaissais le Théâtre Forum, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, parce que je me rappelle d'une intervention qui m'a énormément marquée quand j'étais en seconde. Justement, une troupe est venue dans notre lycée et a fait ce que tu viens de décrire. Donc ça avait abordé, les thématiques de harcèlement scolaire, les thématiques, de violence, conjugale, mais Oui. version, couple, adolescent. Ça va aborder, les notions de se protéger pendant les rapports sexuels et cetera et c'était que des sujets, en fait, qui nous touchaient, directement, qui étaient pile poil ancrés dans, bah, notre monde, quoi et je me rappelle que c'était vraiment super cool, qu'on a été tous hyper attentifs, qu'on était aussi très respectueux parce que je pense qu'il y a un côté quand tu es adolescent, vu que tu n'oses pas forcément aller justement face, à beaucoup de monde, quand tu vois d'autres personnes le faire, tu dis: «Waouh, OK, on pose le respect, ces gens-là, ils sont beaucoup plus courageux que toi, tu peux l'être», par exemple. Ils sont en train de faire une scène devant, 100, secondes, ça doit pas du tout être simple et donc vraiment ça pose une certaine forme de respect. Après j'étais dans un lycée où pour ce genre de choses, les gens étaient très respectueux, en général quand il y avait des intervenants extérieurs, je me rappelle pas de trucs, horribles. Mais vraiment ça m'avait marquée, et ça m'avait rapprochée aussi de me dire: «Ah le théâtre, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et que je trouve vraiment cool». Ça permet, comme tu dis, d'exprimer beaucoup de choses, d'aller chercher beaucoup de choses et c'est très humain parce que quand des personnes jouent, il y a pas un écran, il y a pas des millions de kilomètres entre, chaque personne, il y a vraiment que quelques mètres. On les voit transpirer, on les voit, souffler, on voit vraiment tout l'humain et c'est ça qui fait que tu connectes. C'est du spectacle vivant, quoi, hein, clairement,
c'est vivant et c'est vivant avec aussi le public. Mmh. Des acteurs sans public, il se passe rien, quoi. Alors qu'un film, il est tourné sans public et tout se passe, sans public et ensuite il est projeté et ensuite on regarde le film, mais c'est pas du tout pareil du coup. Ça n'a rien à voir. Non, c'est exactement ça. C'est, le théâtre vivant, il porte, enfin le spectacle vivant, en fait, c'est ça. C'est quelque chose qui vit avec le public. Si le public n'était pas là, ça n'aurait pas d'essence, en fait. Et voilà et vraiment c'est des outils qui sont super, pour libérer la parole. C'est des outils qui sont super pour faire travailler le collectif, pour trouver des solutions à des situations qui sont pas toujours évidentes. Le théâtre met un petit peu enfin, permet de mettre un peu de recul aussi sur la situation, hein, de l'observer de l'extérieur et d'expérimenter les choses dans un contexte sécurisé. C'est-à-dire qu'on est sur scène, c'est du théâtre et donc Ouais. ce n'est pas non plus la vraie vie. En tout cas, ce n'est pas quand tu es sur scène, tu prends pas de risques inconsidérés. Tu mets pas ta vie en jeu, en tout cas. Oui. Ça permet vraiment de libérer le potentiel d'expérimentation et d'aller chercher des solutions qu'on n'aurait pas forcément au quotidien. Mais en même temps, de les avoir expérimentées sur scène, ça vient nourrir quelque chose qui, au quotidien, pourrait être réactivé. Donc, c'est vraiment un outil qui est fantastique pour ça. Moi, le théâtre, alors le théâtre forum et le théâtre d'improvisation, ça a été mes premiers pas vers le développement personnel. Je suis pas arrivé au développement personnel parce que, j'y avais, enfin voilà, c'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement, mais par contre, en me mettant au théâtre, j'ai commencé à découvrir tout ce que ça pouvait nourrir en moi, tout ce que ça pouvait changer chez moi et du coup, après, je suis allé vers le développement personnel pour approfondir certaines choses que j'avais touchées avec le théâtre. Mais le théâtre, ça a été une porte, d'entrée pour moi vers la découverte de soi, vers la découverte de sa relation à l'autre. Vraiment, c'est fantastique et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des ponts entre théâtre et coaching. C'est que ce sont des outils, en fait. Les 2 sont des outils pour mieux se connaître, pour s'ajuster face aux autres, quoi. OK. C'est juste génial. Non, mais je suis d'accord. Alors pour la petite histoire, j'ai commencé l'improvisation cette année. J'avais déjà fait du théâtre en étant jeune, enfin, j'en ai fait, très petite, j'en ai refait, enfin, je pense j'étais en CE1, CE2, un truc comme ça. Après j'en ai refait en sixième. Et ensuite, je m'en rappelle dans ma campagne, il y avait ce qu'on appelle le téléthon. On est beaucoup à connaître le téléthon et donc il y avait quelqu'un qui se chargeait, cette personne qui était un ange adorable, malheureusement qui est parti trop tôt, qui se chargeait donc d'organiser le téléthon tous les ans et de venir chercher les jeunes qui étaient volontaires, qui avaient envie de participer et donc on montait des scénettes, des danses, un peu vraiment c'était comment? Ça faisait un peu revue en fait. C'était un peu une revue, où il y avait, donc des danses sur des musiques que tout le monde connaissait. Je me rappelle, on avait dansé sur Maldon, on avait refait le clip, de de Maldon. On avait vraiment plein de petites scénettes. On reprenait aussi des scènes, des classiques de la culture et c'est des très, très bons souvenirs et je me rappelle tous les ans, il y avait ça et malheureusement quand ça s'est arrêté, c'était vraiment triste mais c'est vraiment un bon souvenir et donc bah, j'ai pu expérimenter un peu le théâtre à travers ces scénettes. C'était pas non plus du grand spectacle, mais c'était trop bien et en fait, c'était surtout cette possibilité et cette confiance qu'on nous donnait à nos jeunes âges, entre la primaire et le collège et le lycée, pour pouvoir venir s'exprimer et on jouait aussi avec des adultes et on joue enfin voilà, il y avait vraiment un truc intergénérationnel qui était hyper sympa. Donc j'ai toujours, eu cet attrait pour la scène, pour, jouer la comédie, pour faire du spectacle et aussi en parallèle, je montais des petites pièces toute seule, j'écrivais mes pièces, j'aimais faire le spectacle. J'aimais dire à mes parents: «Samedi à 20h, il y a un spectacle dans votre salon» et c'était hyper, hyper important pour moi. J'en ai parlé, dans l'épisode 2. J par contre, je me mettais une pression énorme et j'étais dans le contrôle, même très, très jeune. Il fallait que tout soit parfait. Et c'est quand j'ai grandi et que j'ai pu retoucher un peu au théâtre, pendant le lycée, parce que j'ai fait l'école hôtelière et pour ceux qui ne savent pas, quand tu fais l'école hôtelière, bizarrement les profs adorent te mettre en scène.
adore te proposer des projets où tu dois te filmer et jouer un personnage, souvent hôtelier ou l'idée d'un journaliste qui parle, d'une nouveauté dans l'hôtellerie. Adore te proposer en cours d'anglais de créer des petites scénettes pour te mettre en scène. En fait, il y a vraiment ce truc où, on nous invitait tout le temps à se décomplexer, à se lâcher pour devenir de bons vendeurs, pour devenir de bons prestataires et ça a été aussi hyper formateur et je me suis aussi rendu compte que, eh ben, si c'était pas parfait, c'était pas très grave, en fait et c'est là que j'ai commencé un peu à essayer de lâcher prise là-dessus parce que, ben, je me mettais beaucoup trop de pression encore une fois et aussi je suis tombée face à des personnes qui étaient extrêmement bonnes. J'avais 2 personnes dans ma classe qui était très, très, très bonne, en théâtre, dont une qui, cherche à en faire son métier, aujourd'hui et donc là, je me dis: «Waouh, OK, ça c'est du talent. Aujourd'hui, tu n'as pas ça. Juste observe et toi, éclate-toi comme tu peux t'éclater, comme tu en as envie, en fait. Juste lâche-toi cette pression parce qu'en fait, juste, c'est peut-être pas c'est pas c'était plus ce que j'avais envie de faire, c'était pas quelque chose dans lequel je me voyais, performer toute ma vie, c'était pas ça ma passion». Et donc j'ai vraiment lâché prise là-dessus et je me suis détachée et j'ai arrêté de un peu comme si, tu vois, j'avais vu ces personnes très, très bonnes et je m'étais dit: «OK, en fait, c'est pas pour moi, du coup, ça m'appartient pas, Mmh. c'est pas mon je suis pas aussi bonne qu'elle donc je me mets en retrait là-dessus». En fait, c'est plus vraiment mon truc finalement, alors que ça avait été mon truc pendant très longtemps. Et donc m'arrive, en début d'année, enfin cet été, je me dis: «OK, après un an et demi d'entrepreneuriat, à mettre ça, en fait, en priorité, à ne te détacher, en fait, aussi de tout le reste, de toutes les autres passions que tu pouvais avoir. Est-ce que ça serait pas cool de recommencer le théâtre, quoi? Maintenant que tu es adulte, maintenant que tu vis dans une ville où tu connais personne et que donc va bien falloir quand même que tu aies une vie sociale, ça serait quand même super important. Je me suis dit: «OK, je vais m'inscrire, dans des cours de théâtre». Et je suis tombée sur, des ateliers où elles proposent le lundi l'improvisation et le vendredi théâtre de troupe, donc représentation, donc avec du texte pour ceux qui connaissent pas, où donc on apprend des textes, on les met en scène et après on va les jouer. Et c'est vraiment, une troupe et le lundi, c'est des exercices d'improvisation et de l'impro et je m'éclate quoi. Je suis trop contente d'y être, je suis trop contente d'y aller, même si ça me fait sortir en fait énormément de ma zone de confort parce que, bah, après toutes ces années sans jouer la comédie, sans essayer d'y aller et bah, tu te renfermes et tu as beaucoup plus peur et tu es moins, décomplexée d'y aller alors qu'avant j'étais très décomplexée et bien là maintenant je m'éclate et comme tu dis, ça vient travailler tellement de choses en nous quoi. Tellement, tellement, tellement. J'ai beaucoup parlé là, surtout ce monologue sur mon rapport au théâtre. Mais c'est passionnant ce que tu racontes parce que, moi ce que j'ai entendu, c'est que, plus jeune, tu as arrêté le théâtre, enfin tu n'as pas continué le théâtre parce que tu avais l'impression qu'il y avait des personnes qui étaient plus douées que toi Ouais, dans le théâtre et que bah, OK, on leur laisse la place et puis bah, pourquoi s'autoriser nous à continuer alors qu'il y en a d'autres qui y arrivent mieux que nous? Et c'est quelque chose auquel on se confronte tout le temps quand on est entrepreneur. C'est bah, oui, il y a d'autres entrepreneurs, qui donnent l'impression de mieux réussir dans les mêmes créneaux que nous. Et puis on pourrait très vite se dire: «Bah, c'est pas ma place du coup, enfin, il y en a qui arrivent mieux que moi, pourquoi je continuerais?» Alors que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et surtout qu'en fait, on a souvent un regard très dur sur soi, sur ce mmh, qu'on fait. Et autant en théâtre, c'est ce que je travaille moi avec, les personnes qui sont dans mon groupe. C'est aussi, bah, ramener, le regard qu'on porte sur ce qu'on vient de jouer à quelque chose de plus palpable qui est, bah, qu'est-ce que le public a ressenti lui de cette scène? Parce que parfois je sors de scène et je me dis: «Oh là là, j'ai été mauvais, je me suis senti nul, pâteau, je savais pas quoi faire de mon corps» et d'autant plus en théâtre d'improvisation parce qu'on n'a pas de texte, on n'a pas de scène imposée, on joue ce qu'on est au moment où on est sur scène. Et en fait, le public, il voit plein de choses, plein d'autres choses, et pas forcément ce qu'on nous, on a ressenti. Et donc, il y a une dissonance entre le regard que je porte sur moi et qui est parfois très, très dur et en fait, ce que peut avoir ressenti le public et qui peut potentiellement avoir trouvé ça très intéressant.
Et c'est aussi quelque chose que je travaille dans le coaching, parce que bon, c'est pas un secret pour toi, mais pour les auditeurs qui ne le savent pas, moi je me suis spécialisé sur le syndrome de l'imposteur. Et donc quand on parle du regard qu'on porte sur soi et de ne pas s'autoriser à faire les choses parce qu'on a un regard très dur, on est en train de toucher subtilement des indicateurs de sentiments d'illégitimité, de sentiments d'imposture. Et c'est là où on commence à voir que tout est interconnecté, c'est-à-dire que dans le théâtre, on vient travailler son positionnement face aux autres et le regard qu'on porte sur soi. Et je le fais également dans le coaching. Oui, mais comme tu dis, en fait, là, en retraçant un peu cette histoire, bon, c'est quelque chose que je m'étais déjà fait comme réflexion quand j'ai repris le théâtre en début d'année, en septembre. Je m'étais donc refait le chemin dans ma tête. Je me suis dit, en fait, il y a un moment donné où c'est comme si je m'étais dit, vu que ça faisait partie de mon identité, mais vu que je me suis rendu compte que j'étais pas si douée que ça, ou que j'avais pas un talent incroyable, ou enfin, peu importe ce que je me suis dit à ce moment-là, parce que Ouais. c'était l'adolescence. Donc, à l'adolescence, t'adores venir te casser et te dire que t'es une merde, hein, clairement. Et bien comme si en fait je m'étais dit: «Trouve autre chose, fais autre Mmh. chose» et j'ai fait le lien, attention, à peu près à la même période donc j'ai me suis mis à beaucoup plus écrire et écrire d'une manière, à l'idée que ça en soit mon loisir et ma passion et le truc que je revendique. J'avais commencé à écrire au collège, fin collège, 4e, 3 donc je faisais pas du tout de théâtre à ce moment-là et puis ensuite au lycée, j'ai commencé à vraiment, assumer que j'écrivais et que j'écrivais des histoires et j'ai même participé à un concours. Enfin, j'ai vraiment fait de ça un peu mon, comme si j'avais besoin et ça on en reviendra, mais comme si on avait tous besoin d'avoir quelque chose qui nous différencie, un peu un talent. C'est comme quand tu crées des Sims et que tes Sims, tu leur mets des traits de caractère et qu'ensuite tu veux qu'ils aient une carrière et qu'ils aient un talent et tu vas faire qu'ils vont, être super bons en écriture, super bons en piano. Tu fais en sorte que chaque Sims ait son talent et on crée un peu nos vies, un peu dans ce même modèle, comme s'il fallait absolument qu'on ait un talent, quelque chose, pour lequel les gens, ils vont nous reconnaître, tu vois? Et j'ai l'impression qu'il y a eu ce switch-là dans mon adolescence où le théâtre, tout ça, c'était plus, le truc et donc et ben, je me suis mise à écrire et à beaucoup développer, ma capacité à écrire, à en parler, à en faire mon étiquette. J'ai arrêté d'écrire, j'ai cherché autre chose. Aujourd'hui, je suis, coach, mon étiquette, c'est l'organisation. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que c'est intéressant et comme tu dis, est-ce que c'est pas parce qu'à un moment donné, je suis venue titiller ce syndrome de l'imposteur, me dire: «Je ne suis pas assez légitime à faire du théâtre» et puis à un autre moment, je ne suis pas assez légitime à écrire et ça se trouve qu'un jour, je me dire: «Je ne suis pas assez légitime à parler d'organisation», même si je me le dis très souvent parce que, bah, justement, on travaille tout le temps ça et on est tout le temps confronté un peu à cette peur quand on vend des services comme les nôtres. Bien Ça fait sûr. toujours très peur parce que tu te poses 1 milliard de questions que les personnes qui t'écoutent et qui achètent chez eux ne se posent pas du tout en plus. Mais effectivement, après, faut que tu te questionnes sur le syndrome de l'imposteur. Il peut aussi, en fait, c'est je ne me sens pas assez légitime pour écrire, je ne me sens pas assez légitime pour faire du théâtre, et du coup, je m'empêche de le faire. Je ne vais Mmh. pas le faire. Parce que potentiellement je vais aller à l'échec, j'ai peur d'échouer ou même j'ai peur de réussir, hein. Parfois c'est, C'est et si je réussissais, dans le théâtre en fait, et que je ne réussissais pas à reproduire ma réussite? mmh, Si c'était un coup de chance sur un coup de chance, j'obtienne le rôle, mmh, et que derrière, en fait, on ait des attentes, vis-à-vis de moi que je ne pourrais pas tenir. Dans ce cas-là, j'y vais pas. Je me freine et puis vaut peut-être mieux que j'arrête avant de créer un gap trop important entre ce que les gens espèrent de moi et ce que je suis réellement capable d'apporter. Et là, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. C'est que je m'empêche de faire les choses ou en tout cas, je freine et je me mets dans un espèce de mal-être, dans une forme d'anxiété, de stress parce que, j'ai peur de ce qui pourrait arriver par la suite et j'ai peur qu'un jour, on se rende compte que, je suis pas à la bonne place et que je vole la place des autres. Il est là le syndrome de l'imposteur. ouais. Je pense que dans ces passions-là, je suis jamais allée jusqu'à ce stade de mal-être. Voilà. Je pense que j'étais frustrée.
Donc frustrée Mmh. plutôt de ne pas, continuer, de ne pas trouver le temps ou de ne pas avoir les opportunités pour faire. Mais je pense pas que je suis arrivée au stade de mal-être. Cependant, je pense qu'il y a quand même des trucs d'illégitimité qui ont été touchés. Vraiment ce sentiment d'illégitimité, manque d'expérience, manque aussi de reconnaissance qui vient alimenter, l'illégitimité, tu vois? Si tu as personne qui est là pour te dire toutes les 3 semaines: «Ton écrit est magnifique et superbe, tu devrais continuer». Bien sûr que quand tu es jeune, quand tu as 18 ans, et ben, c'est compliqué d'y aller et de continuer. Et puis ensuite, il y a la vie, et comme je disais, les changements d'avis. Alors les changements d'avis qui sont des changements de vie. On va garder cette phrase, où j'ai toujours aimé explorer, développer de nouvelles compétences, aller, toujours plus profond à chaque fois que je commençais à m'intéresser à quelque chose et qui me percutait, où il y avait un peu un déclic, où j'ai voulu aller plus loin et donc bah, je mets mon temps là-dedans. Et aujourd'hui, je n'écris plus. Voilà, c'est un fait, mais ça me rend extrêmement triste. Cependant, bah, j'ai Mmh. reconnecté avec, le théâtre. Donc récemment, je me suis même dit: «OK, le théâtre, c'est fait». Tu as reconnecté avec le théâtre, tu es allé, faire ça juste pour toi, sans en plus, enfin, on parle beaucoup du fait que le théâtre, ça aide, dans le développement personnel, donc ça peut t'aider dans ton métier. Mais c'est vrai que quand j'ai fait la démarche d'y aller, je ne voulais justement pas penser à mon métier, je ne voulais justement pas penser au coaching, je voulais juste y aller pour moi, pour me faire juste moi plaisir, flow, sans aucune casquette. Flow, sans, mon copain, flow, sans mes clients, flow enfin vraiment il y avait aucune envie de venir développer quoi que ce soit pour mon travail. Je voulais me détacher de ça justement. Cependant, bien sûr que tu développes plein de trucs pour ton travail, pour ta vie personnelle, pour ta vie professionnelle, pour le podcast, parce que ça m'a Eh aidé oui. aussi à prendre confiance en moi. On va revenir je pense sur la confiance, en soi. J'ai reconnecté avec le théâtre et là, récemment je me dis: «OK, et si tu reconnectais avec l'écriture?» Et là, j'ai fait: «Ouh là!» Et là, j'ai eu peur. Et là, tu Ah! sais, ce OK. truc de mouvement de recul où je me suis dit: «Oh non, ça me fait non, non, je pense que c'est pas le bon moment, ça me prendrait trop de temps, j'ai pas la disponibilité pour ça en ce moment, c'est pas une priorité» et tu sais, tous ces trucs qu'on se raconte là, Mmh mh. pour se faire croire qu'en fait, c'est pas le moment et là, je me suis dit: «OK, là, il y a un truc à creuser». C'est La là que ça coach c'est là que ça devient intéressant, mais ouais oui. et là, la coach que je suis aujourd'hui, elle s'est dit: «OK, et si tu faisais ce travail de te demander pourquoi vraiment tu as arrêté?» Mmh. Honnêtement, aujourd'hui, dans ce podcast, on l'enregistre le 23 février. J'ai pas répondu à cette Tu n'as question. pas la réponse, Je n'ai pas d'accord. la réponse. Par contre, j'ai posé la graine de la poser. Et ça, je pense que dans l'introspection, apprendre à se comprendre, à se connaître, c'est hyper important de juste à un moment donné poser la graine. Peut-être que tu auras pas la réponse tout de suite, Mmh. peut-être que tu vas pas le comprendre tout de suite, mais si juste tu te poses cette question, donc là, c'est peut-être la question que je peux vous inviter à vous poser, vous qui nous écoutez, c'est: est-ce qu'il y a quelque chose que tu as arrêté de faire que pourtant te faisait vibrer, te donnait envie et qui te rendait heureux, t'épanouissait, tu as arrêté et tu l'as jamais repris. Bah, pourquoi? Juste pourquoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi? Mmh. Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu ne reprends pas? Ouais, Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche de reprendre? Et surtout, en fait, si je reprenais, quel serait le risque? Qu'est-ce que je vais perdre si je reprends aujourd'hui? Flo, si tu reprenais l'écriture, qu'est-ce que tu aurais à sacrifier? cette séance de coaching que je suis en train de vivre, les gars, c'est incroyable. Je te demande C'est pas d'y répondre tout de ouais, bien suite, sûr. éventuellement, mais c'est une question que tu peux te poser. Je pense que c'est cette idée de sacrifice, elle rejoint aussi beaucoup l'idée, tu sais, choisir, c'est renoncer. Tu Mmh, vois? Cette idée qu'on peut se monter, qui est que quand on aime quelque chose tout à l'heure, ça m'a beaucoup marqué quand tu disais: «J'ai eu envie de passer une année à faire quelque chose qui me font vibrer» et quand tu te mets quand même dans cette situation, tu vas avoir tendance à avoir plein de choses qui te font vibrer, tu vois? Tu pourrais très bien choisir que ce qui te fait vibrer, c'est de bouquiner toute la journée, et faire des choses qui sont assez, on va dire, passives dans la construction de ta vie, tu vois? Qui vont pas déclencher des événements, des changements, qui vont pas déclencher des opportunités ou déclencher, de l'argent qui rentre sur ton compte en banque, tu vois? Si ça te fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est jouer, à Hogwarts Legacy, de lire, de regarder des séries. Je pourrais passer une semaine entière à regarder des séries et je serais très heureuse, hein. Vraiment, ça me dérangerait pas du tout, hein. Si la vie pouvait s'arrêter, je pouvais avoir 2 semaines pour regarder des séries, je serais très contente de le faire. Et pourtant, bah, ça n'avancerait pas beaucoup ma vie mmh bien sûr. et je resterais très passive finalement dans la construction de ma vie. Et donc, quand on sacrifie,
quand on sacrifie quelque chose, quand on choisit une chose et donc on renonce à autre chose, tu choisis par exemple de aujourd'hui te consacrer beaucoup plus à ton métier de coach. Donc tu vas renoncer à plus de temps de théâtre, par exemple. Étant donné que tu as 24 heures dans une journée et qu'on nous sommes bien d'accord, l'idée c'est de rester en forme, en bonne santé, heureux, de pouvoir donner du temps à toutes les personnes, qu'on aime. Donc voilà, on est bien d'accord que ça c'est la base quand même, il faut dormir la nuit. Faire ce choix de sacrifier, de renoncer, parfois, c'est ça qui vient titiller les peurs qu'on a ou les traumas qu'on a eus. Mmh. Si tu choisis plutôt le coaching à la place du théâtre, est-ce que là, tu vas pas avoir peut-être potentiellement la peur, ben, justement, de revenir dans ce système de quand pendant 10 ans, tu étais sur les routes et que tu, ne faisais plus, d'activités, que tu avais plus d'opportunités? Tu peux avoir cette peur-là qui va se réveiller et c'est hyper compliqué, du coup, de faire le tri entre tout ça, je pense. Et C'est très difficile. ça peut être compliqué de faire le tri et c'est là où on revient sur ce qu'on disait au début du podcast, se réinterroger sur ce qui est important, sur Ouais, le pourquoi on fait les choses et en se reconnectant à ce qui est important pour soi, à ce qui est à notre pourquoi, ça nous donne des pistes de lecture, en quoi cette activité, elle nourrit mon pourquoi, en quoi elle nourrit ce qui est important pour moi. En quoi cette autre activité, elle peut aller dans ce sens-là ou pas. C'est vraiment cette question de ce qui est central pour soi et ce qui est important aujourd'hui, hein, j'entends bien, hein. Ce qui est important pour moi aujourd'hui ne l'est pas forcément, pour moi demain, mmh, et ne bien l'était pas sûr. forcément pour moi hier. Mais, mais en tout cas, revenir au temps présent et où est l'importance, où est-ce que je veux mettre mon énergie? Et là, on en revient à l'organisation bienveillante, toujours. L'importance de prioriser dans ses projets, dans ses objectifs, c'est pas simplement prioriser ce qui te paraît le plus urgent par rapport au reste du monde, par rapport à la société, c'est aussi prioriser ce qui est important. Souvent, la différence entre important et urgent, c'est un peu flou, on sait pas trop, c'est quoi la différence? Moi, j'aime dire: «Ce qui est important, c'est ce qui est important pour ta gueule». Ce qui est urgent, c'est ce qui est urgent pour les autres. Oui. Souvent, c'est ça. Bien sûr, il y a des contre-exemples, c'est comme dans tout. Cependant, si tu as besoin de faire le tri, tu le fais comme ça. Et ça revient à ton pourquoi, à tes valeurs. On refait des liens avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ça revient avec aussi ton histoire, ce que tu as peut-être sacrifié pendant 10 ans et que maintenant tu as plus envie de sacrifier. Ou à l'inverse, tu te dis: «OK, maintenant je renonce à, ce loisir-là ou à cette activité-là». Cependant, renoncer, c'est pas abandonner, c'est pas laisser tomber et ne plus jamais y revenir. Enfin, ça, c'est peut-être hyper important parce qu'on a parlé de sacrifice, tout ça, mais renoncer, enfin, je considère pas que c'est juste que tu abandonnes et que tu vas jeter très loin et sur lequel tu pourras plus jamais revenir. Si demain je me remets à écrire, bien sûr que je vais avoir du mal, ça va être compliqué parce que j'aurai vraiment perdu mon habitude. Cependant, je pense pas que j'ai tout oublié et que je vais recommencer à zéro. C'est pas aussi peut-être même que je vais être nourrie de toute l'expérience que j'ai eue pendant la période où je n'ai pas écrit Mmh, et complètement. ça peut être hyper intéressant de voir les choses de sous cet angle-là. Sous un autre angle. C'est exactement ça. C'est réussir à prendre le recul suffisant pour envisager les choses avec un angle différent. Ça fait déjà un moment qu'on est ensemble et j'ai envie de continuer cette conversation puisqu'elle est juste extrêmement intéressante. J'ai envie de te demander, par rapport à tout ce que tu nous as partagé, le théâtre, le coaching, la communication, pour toi, comment est-ce que tu as pu peut-être dans ta vie prendre confiance en toi ou reprendre confiance en toi ou avoir confiance en toi? Parce que peut-être qu'à aucun moment tu as eu de perte de confiance en toi. Étant donné que tu nous as quand même parlé de ce syndrome de l'imposteur qui est quand même vachement lié, je pense, avec la confiance qu'on a en nous-mêmes. C'est quoi un peu ton histoire par rapport à ça? En vrai, la question de confiance en soi, c'est un long process, pour moi, sur lequel j'ai travaillé longtemps et je continue de travailler dessus, très honnêtement. Plus jeune, je voulais ouvrir une école de danse et c'était mon objectif et je me suis jamais senti, suffisamment, doué pour ça, suffisamment talentueux, suffisamment formé, hem et du coup, je me suis jamais autorisé à vivre ce rêve-là
Et puis la vie a avancé et je me suis de plus en plus éloigné de ce rêve. Et je me suis rattaché à travailler avec des danseurs où je me disais, bon, ok, c'est le bon compromis entre mon rêve et mes compétences que j'avais développées en communication. Donc j'ai fait ça et là encore, en fait, il y avait quelque chose, il y avait une petite voix au quotidien qui venait me dire, mais non, mais t'es pas suffisamment créatif, ce que tu fais n'est pas assez original. Et cette voix était plus forte que les retours positifs qu'on me faisait, que la confiance qu'on m'accordait, que ce qu'on pouvait me proposer dans ma vie et les évolutions professionnelles que j'ai vécues. Et à chaque fois, je me focalisais sur tout ce qui était négatif, tout ce qui n'allait pas réellement, plus que ce que je réalisais et ce que je réussissais. Et il m'a fallu longtemps pour me dire, OK, en fait, il y a un problème de confiance en soi, il y a un problème d'estime de soi, plus que de confiance en soi d'ailleurs. C'est plus le regard que je portais sur moi, sur ce que je faisais qui n'était pas juste. Et du coup, c'est par le théâtre, parce que j'ai pu faire aussi monter sur scène en danse, où en fait, en me connectant à ce que j'avais réussi à accomplir. Et puis ensuite par le théâtre en me disant, OK, là, tu es en train de dépasser, tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau, tu es en train de dépasser des blocages. Tu avais peur de monter sur scène, maintenant tu es capable de le faire. Tu avais peur de ne rien avoir à dire. Et en fait, tu es capable de dire des choses sur scène et ça marche bien et tu vois comment le public réagit. Et ben, c'est comme ça que j'ai reconnecté un peu avec la confiance en moi et puis plus le travail de développement personnel derrière que j'ai pu faire. C'est un travail que je continue de faire parce que le syndrome de l'imposteur, malheureusement, on s'en débarrasse pas complètement. C'est pas quelque chose qu'on enfouit sous le tapis. En tout cas, quand il est très ancré dans nos vies, c'est pas quelque chose qu'on enfouit sous le tapis ou qu'on règle et c'est fini, il revient plus jamais. C'est quelque chose qu'on apprend à identifier. C'est quelque chose qu'on apprend à tempérer aussi. Donc aujourd'hui, parfois au quotidien, j'ai encore des regains de ouh là là, tu n'es pas suffisamment légitime pour aller donner un cours sur le storytelling. Voilà, ça peut m'arriver, sauf que j'ai appris à identifier ces messages-là et à les re-questionner. Et à re-questionner ce qui est important pour moi là-dedans, ce sur quoi je peux m'appuyer, quelles sont les ressources sur lesquelles je peux m'appuyer. Et c'est là qu'est ma confiance en moi aujourd'hui. Elle est dans ma capacité à m'adapter, dans ma capacité à rebondir et dans la capacité de me dire, OK, j'y vais et on verra ce qui va se passer. Et quoi qu'il en soit, il va se passer quelque chose de positif pour moi à un moment donné, de positif pour les autres. Et vraiment, aujourd'hui, ma confiance en moi, je pense elle se renforce au quotidien. Elle se renforce avec l'activité entrepreneuriale. Parce que quand je dis oui à un projet, je suis pas complètement confiant de oui, ça va bien se passer. C'est je dis oui et après je vois comment je peux faire. Mmh. Après, je m'appuie sur mes ressources et j'y vais et je me rends compte quand ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, maintenant, je célèbre. C'est-à-dire que dès que quelque chose se passe bien, je l'ancre vraiment en le célébrant. Les petites et les grandes victoires, ça, c'est mon combat en coaching. J'arrête pas de le répéter, mais il faut célébrer toutes nos réussites, toutes nos victoires, les petites et les grandes. Ça, c'est hyper important. Ah mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est quelque chose que, j'apprends à mes coachés dès le début. Dès le début du programme, je leur, propose de s'applaudir. Ouais. Je leur demande toujours de s'applaudir et quand je fais, voilà, des séances en groupe à plusieurs, j'invite tout le temps, tout le monde à s'applaudir. Donc on applaudit les autres, mais on s'applaudit soi aussi et le fait d'applaudir, enfin, ça ancre quelque chose, donc on parle de théâtre, le travail du corps, ça ancre quelque chose dans le corps. Ce mouvement d'applaudissement, ça va vraiment faire quelque chose et je sais qu'avec ma sœur, chaque fois qu'on avait des victoires, qu'on était ensemble, qu'on vivait encore ensemble, dès qu'on avait des victoires, on applaudissait comme ça et je vais pas le faire là parce que le micro, ça va pas être très agréable, mais on applaudissait et vraiment ce truc de se féliciter, de célébrer, ça change tout. Ça crée vraiment une nouvelle dynamique, ça va vraiment, booster ta confiance, ça va envoyer à ton cerveau une information qui est: «Tu as réussi». Oui, À la place de lui envoyer une information de juste: «C'est un fail, c'est passé ça». Non, c'est: «Tu as réussi» et donc lui donner de plus en plus l'information qu'il a réussi,
ça va vraiment aider ensuite quand il va falloir prendre des décisions, passer à l'action, à le mettre dans une tu t'es mis dans une condition où, en fait, majoritairement du temps, tu as réussi. C'est pour ça que je dis que moi, je suis même partisane pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à célébrer, de célébrer, mais vraiment rien du tout. Tu t'es fait à manger ce soir? Tu célèbres. Et ça, c'est aussi ce qu'on peut, inviter les personnes qui souffrent parfois, de troubles mentaux où c'est très dur pour eux, la moindre chose peut être très compliquée, quand voilà, tu es en état dépressif ou que tu fais énormément d'anxiété. Et bien là, tu as réussi à passer ton coup de téléphone au médecin. Mais waouh, incroyable, va te prendre un bain, tu le mérites. Enfin, tu vois? Et c'est vraiment de venir chercher, toutes les sources de célébration. Et ça fait écho à quelque chose que là, je vis en ce moment, c'est que j'ai lancé mon podcast et je me dis: «OK, il faut que je célèbre». Donc tout le temps, je me dis: «Je suis fière de moi». Je le mets sur les posts, je le célèbre au maximum. Je dis: «Incarne cette célébration parce que tu as coché quelque chose d'incroyable pour toi, un rêve, tu le réalises, donc tu le célèbres». J'étais censée prendre rendez-vous, pour me faire masser grâce à une super carte cadeau que j'ai eue à Noël pour célébrer justement le lancement du podcast. Donc je retardais ma prise de rendez-vous en me disant: «Comme ça, je célébrerai». Je n'ai toujours pas pris mon rendez-vous. Et cette nuit, j'ai rêvé du fait que j'écrivais sur un tableau d'école: «Je suis fière de moi, j'ai lancé mon podcast». Donc je me suis réveillée ce matin et je me suis dit: «OK, aujourd'hui, tu réserves ton rendez-vous parce que même dans tes rêves, tu te célèbres. Alors il va bien falloir te célébrer dans la vie réelle, quoi». Donc ouais, je suis d'accord avec toi, la célébration, c'est hyper important et ça booste énormément la confiance en soi, ça fait énormément de bien. Merci beaucoup Olivier pour tout ce que tu as partagé avec moi, avec nous. J'ai encore envie de te poser plein de questions, je crois, mais ça va commencer à être un petit peu fatigant pour nous 2, je pense. En tout cas, c'était hyper enrichissant d'avoir ton retour sur, le théâtre, sur l'improvisation, tout ce que ça a pu t'apporter. Je pense que c'est hyper intéressant et puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible d'aller faire de l'impro que d'aller se faire coacher. Je sais pas si c'est ce que tu en penses, mais d'un point de vue financier même, souvent c'est des associations, donc c'est une cotisation à une association, c'est pas un budget qui est énorme. En plus, tu en as quand même, je pense, des groupes d'impro dans les grandes villes ou moyennes villes, tu dois en avoir au moins un. Donc renseignez-vous si ça vous tente et puis après le théâtre classique d'interprétation aussi, ça peut être super. Moi, j'avais vraiment une grosse peur, c'était l'apprentissage des textes. Je pense que c'est la peur de plein de personnes. C'est encore compliqué pour moi, j'ai encore du mal avec ça et ça me stresse beaucoup parce que j'ai jamais été quelqu'un qui savait apprendre par cœur, enfin, c'est jamais été mon fort et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le groupe, avec la troupe, vu qu'ils comptent sur toi, ça te booste énormément. Tu es pas, en fait, tout seul, dans ta galère et tu vois les autres galérer aussi donc ça te motive beaucoup. Et l'autre chose sur lesquelles j'ai envie qu'on termine la conversation, sur laquelle j'aimerais bien que tu rebondisses, c'est qu'avec tout ce qu'on a pu se dire depuis le début de cette conversation, je me suis rendu compte à quel point dans notre vie, peut-être que toi aussi qui nous écoutes, ça t'a fait le même effet, on peut venir se bloquer, s'interdire, se mettre un gros stop par manque de légitimité, et c'est une croyance que nous-mêmes on a sur nous, par manque d'encouragement, par manque de reconnaissance, par manque de confiance, par manque d'estime. Enfin bref, il y a plein de stops comme ça qu'on se met dans notre vie. Alors peut-être que moi personnellement, je m'en suis mis, mais peut-être des centaines dans ma vie, peut-être que toi, c'est peut-être plus ou moins ou peu importe et peut-être des fois, c'était juste sur des petites décisions. Est-ce que je pars en week-end ou pas? Est-ce que j'achète, cette nouvelle poêle qui me fait tant rêver? Et peut-être on se met des blocages comme ça juste parce qu'on se dit: «Non, mais je le mérite pas». Ou non, c'est pas fait pour moi. C'est pas la personne que je suis. Je n'ai pas encore, accompli ce que je devais accomplir pour pouvoir le faire. Je ne suis pas assez talentueux ou talentueuse. Enfin bref, tous ces trucs-là qu'on se raconte. Est-ce que tu aurais un conseil pour ça? Est-ce que tu aurais une technique? Bon, on parle pas de miracle bien évidemment, mais est-ce que tu aurais un tips, quelque chose qu'on peut peut-être essayer de mettre en place dans notre quotidien quand on a l'impression qu'on s'est mis un stop? On regarde en arrière, on se dit: «Ah ouais, à ce moment-là, je me suis mis un stop. Comment j'aurais pu faire autrement?» Si j'avais des baguettes magiques, ça serait génial. Si j'avais des outils qui fonctionnent pour tout le monde, ce serait top. Mais en fait, moi, je crois à quelque chose d'important, c'est nos valeurs, en fait. Mmh. C'est aller te connecter à tes valeurs et te dire: «OK, en quoi
là, ce que je pourrais faire ou ce que je vais mettre en place, ça va nourrir une de mes valeurs. En quoi je vais aller me connecter à moi, en quoi je vais aller me connecter à ce qui est important pour moi. Et vraiment toujours aller questionner la valeur quand on a un choix à faire, en fait. Aller se connecter à ses valeurs, aller se connecter à ce qui est important pour soi, ça aide à éclaircir le choix. Ça aide à se dire: «OK, ce choix-là, en fait, il est bon pour, nourrir cette valeur-là». Donc Et première étape, aller identifier ses valeurs. aller identifier ses valeurs, c'est la première chose à faire. C'est le travail que j'invite tout le monde à faire, en fait, et pour aller questionner ses valeurs, c'est de se dire: «OK, qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Qu'est-ce que je ne voudrais pas, enfin, qu'est-ce qui est très important pour moi?» Et si vous avez du mal à l'identifier pour vous, peut-être regarder les personnes qui vous entourent, les personnes que vous aimez, les personnes qui vos amis, et pourquoi vous les aimez. Qu'est-ce que vous appréciez chez eux? Et en fait, quand on observe un petit peu ce qu'on apprécie chez les autres, ce qui est important pour nous connecter aux autres, on vient commencer à toucher à ce qui pourrait être important pour soi, en fait, et ce qui pourrait être ma valeur. Si j'apprécie, je sais pas, ma meilleure amie pour sa jovialité, pour sa positivité, parce qu'elle est tout le temps positive, et ben peut-être que c'est quelque chose qui est important pour moi, la positivité, l'optimisme, et que ça peut faire partie de mes valeurs. Si je l'aime parce qu'elle rigole tout le temps, qu'elle a beaucoup d'humour, peut-être que l'humour, le rire, ça fait partie de mes valeurs, et que ça, c'est important pour moi. Donc si c'est compliqué d'aller travailler sur soi, on peut aussi regarder ce qui nous plaît chez les gens qui nous sont chers. Souvent, on focus sur des zones qui sont importantes pour nous. Est-ce que, enfin, justement, on a beaucoup parlé de soi et son rapport avec soi-même. Est-ce que tu penses que les autres, notre entourage, jouent justement un rôle hyper important dans les stops qu'on se met? Parce que, enfin, moi, je me suis bien rendu compte que beaucoup de croyances que j'avais, c'était pas ma voix à moi qui était dans ma tête. C'était la voix d'une personne que j'avais rencontrée peut-être il y a 10 ans, la voix d'un ancien prof, la voix, d'une personne de ma famille, la peu importe, mais des voix, en fait, de personnes qui m'avaient dit des choses, qui m'avaient stoppée, qui m'avaient dit quelque chose à un moment donné, que ça m'avait blessée, ça m'avait marquée, ça m'avait touchée, et donc après derrière, c'est quelque chose que je me suis redit, re-redit, enfin voilà, et qui est devenu un peu comme si ça m'appartenait alors qu'en fait, ça n'était pas du tout à moi de base. Le travail du coaching, il est là, hein. Il est aller se reconnecter à soi, à ce qui nous constitue, les croyances qu'on a, et faire le tri entre les croyances qui nous appartiennent et celles qui ne nous appartiennent pas. Et en fait, voilà, le coaching, c'est vraiment ça, c'est aller à la rencontre de soi. Moi, je crois pas à être la meilleure version de soi-même, ça, j'y crois pas. Je crois juste, c'est aller se rencontrer soi, aller se questionner, accueillir ce qu'on est, qui on est, et puis faire le tri entre ce qui nous aide et ce qui nous aide pas. Et surtout le ramener à ce qui est important pour moi aujourd'hui. Où est-ce que je veux aller, et est-ce que ce que je me dis, les petites pensées que j'ai dans ma tête, les petites phrases qui me viennent spontanément, est-ce qu'elles sont aidantes ou est-ce qu'elles ne sont pas aidantes pour moi? Est-ce qu'elles me servent dans mon projet? Est-ce qu'elles me servent dans mon objectif ou pas? Et si elles ne me servent pas, et ben dans ce cas-là, peut-être on peut aller travailler dessus et se dire: «Est-ce que je peux penser différemment? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas? Est-ce que si ça m'appartient pas et que ça me sert pas, pourquoi je le conserve?» C'est aussi simple que ça. Alors j c'est pas si compliqué que ça que de déconstruire des pensées, hein, mais en tout cas, c'est un travail qui se fait et qui n'est pas insurmontable, qui prend du temps, et aller à la rencontre de soi, que ce soit par le théâtre, que ce soit par le coaching, que ce soit par, des lectures de développement personnel, peu importe, c'est un travail qui est long et qui est sans fin, parce qu'on a toujours à apprendre sur soi, mais c'est un travail qui est tellement important d'aller se connecter à soi, à qui l'on est. Je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé pour, les personnes qui peut-être seraient éveillées l'envie d'aller s'inscrire à un cours de théâtre ou mais qui ont peur de certaines choses, c'est que l'improvisation, enfin en tout cas comme moi je le vis, tous les lundis, merci à ma super prof, je sais qu'elle écoutera sûrement cet épisode, c'est que c'est majoritairement des exercices où justement on n'est pas là tout de suite mis sur les planches et on doit, tout de suite trouver une improvisation comme ça. Il y a un cadre, il y a des règles, il y a des contraintes, il y a des choses qui nous aident, il y a des objectifs à atteindre.
Donc en fait, on n'est pas juste, livré avec soi-même et on est dans un groupe qui est bienveillant, qui est dans la même échelle que toi, non jugeant. Les gens qui vont faire de l'improvisation, c'est pas des personnes qui sont là, pour te critiquer parce qu'ils y passent aussi dans tous les cas et donc vraiment, c'est ce qui vient vraiment travailler le développement personnel, c'est tous ces exercices qu'on fait en amont, des improvisations qui vont venir justement travailler plein de choses et je sais que moi-même, je me dis à chaque fois on fait des exercices, je me dis: «Mais c'est génial ça pour le développement personnel, mais c'est trop bien, j'aimerais trop pouvoir faire ça avec mes coachés» et c'est vrai que c'est des exercices souvent qui demandent, le présentiel, qui demandent d'être là en direct, qui sont très compliqués à faire, à distance. à Mais distance. c'est vrai que c'est hyper intéressant. Tu travailles, l'acceptation, l'écoute, donc c'est vraiment hyper nécessaire. La communication, la prononciation. Tu travailles aussi, le fait de faire avec une situation qui ne te plaît pas et de quand même faire avec, donc la résilience. Enfin voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là que tu viens de travailler. C'était la petite précision, que j'avais envie d'amener, pour les blocages, pour les stops qu'on peut se mettre et en fait, ça viendra vraiment t'éveiller à quelque chose, de nouveau et sans avoir l'impression de passer sur le grill d'un canapé d'un thérapeute ou de devoir parler à un coach que tu connais pas. Enfin vraiment, ça décomplexe énormément et ça permet de venir travailler des choses sans en avoir l'air. Et je rajouterais une petite chose quand même, c'est que le théâtre d'improvisation, oui, il y a du cadre, oui, Ouais, il y a tout ce que tu viens de dire complètement, mais surtout c'est du plaisir quoi, c'est du ouais, jeu. C'est avant tout du jeu et c'est là que c'est important, c'est qu'en fait, on travaille sur soi, mais en s'amusant et en totalement. jouant et vraiment c'est avant tout du plaisir. C'est pour ça que c'est mon outil de cœur et que je l'adore et voilà et vraiment faut pas oublier cet aspect-là. Oui, hein, il y a du cadre, oui, on travaille sur soi, on travaille la communication. Tout ce que Flo a dit, c'est je suis 100 d'accord avec elle. On travaille aussi la confiance à l'autre, Ouais. faire confiance aux autres, pouvoir s'appuyer sur quelqu'un quand on n'a pas d'idée, ça c'est très, très important. Et puis tout ça dans la bonne humeur, dans la bienveillance et dans le jeu, quoi. À tous les lundis soirs quand je rentre, je dis: «Ah c'était la cour de récré». C'était C'est la ça. cour de récré et ma prof elle nous dit tout le temps: «On va faire un jeu». Elle nous dit jamais: «On va faire un exercice». Donc comme tu dis, le plaisir, l'amusement, c'est hyper important et c'est aussi ce que je pense tous les 2 on a choisi de mettre, dans notre vie, dans notre façon de travailler, dans notre façon de communiquer. C'est toujours être dans ce plaisir, dans une dynamique où en fait, juste on est là pour se faire kiffer. En fait, on n'est pas là pour s'ennuyer, pour se faire chier clairement. On est vraiment là pour s'amuser. Donc c'est quelque chose aussi que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est ta dans ta façon de communiquer, ta façon de partager. Donc vraiment, j'étais très, très contente de te recevoir sur ce podcast. Mais c'est pas, la fin totalement parce qu'avant de te demander de nous parler de tes actualités et où est-ce qu'on peut te retrouver, j'ai envie de te demander la fameuse question signature du podcast. Est-ce que tu es prêt? Ah oui, il me tarde, il me tarde, il me tarde. Quelle est ta liberté? Ah! Eh beh, écoute, ma liberté aujourd'hui, c'est de m'autoriser à faire ce qui me fait vibrer. Ma liberté, c'est ça, c'est de faire ce qui me fait vibrer, de faire, ce qui me fait vraiment plaisir et d'avoir cette possibilité de ouais, de me connecter au plaisir, de me connecter au cœur, voilà, ma liberté, elle est là. Tant que je peux me connecter au plaisir, tant que je peux me connecter au cœur, je me sens libre. Trop bien. Merci beaucoup Olivier. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes qui nous écoutent ont envie justement de te découvrir? Et tu peux aussi nous dire un petit peu plus peut-être sur ton programme pour justement mieux vivre avec son syndrome de l'imposteur? Exactement. Bah, alors, vous pouvez me retrouver principalement, majoritairement sur Instagram, donc olivier.ogamienko. Le lien, de toute façon, elle doit être dans la légende du podcast. Exactement. Et voilà. Et donc, du coup, moi, j'accompagne les porteurs et les porteuses de projets à dépasser le syndrome de l'imposteur, à se sentir plus légitimes dans leur projet, plus sereines, pour enfin déployer tout leur potentiel et passer à l'action surtout. Parce que le syndrome de l'imposteur peut avoir tendance à nous bloquer, à nous empêcher de faire. Et du coup, c'est réussir à trouver la sérénité et la confiance pour s'autoriser à faire les choses et à vibrer dans nos projets.
Et Trop pour bien. ça, du coup, j'ai construit le programme Elixir dans lequel vous pouvez retrouver Flo sur certaines parties du programme. Et voilà, donc c'est un programme en 4 mois pour surmonter son syndrome de l'imposteur, apprendre à le dompter, comme je disais. Donc vous retrouvez dans les notes du podcast l'Instagram d'Olivier, un petit lien pour faire un appel découverte, j'imagine aussi, si jamais on Oui, est intéressé pour ce programme, pour rencontrer Olivier en direct et pouvoir parler de tout ça avec lui. Si jamais vous voulez faire de l'impro et que vous êtes sur Angoulême, oui. Alors, tous les mercredis soirs, j'ai un atelier d'improvisation, tout niveau confondu. Vous êtes les bienvenus, sachant que l'année prochaine devrait ouvrir un deuxième atelier. Voilà, il y a de la place. En tout cas, à partir de l'année prochaine, il y aura de la place. Parce que là, l'atelier du mercredi commence à être bien complet. trop bien, c'est trop cool que ça fonctionne en tout cas et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient intéressées. Je pense aussi qu'après le Covid, on a eu envie de reconnecter avec les gens en direct et de faire du présentiel et de voir du monde, en fait, tout simplement. Si jamais vous voulez réécouter Olivier, dans un épisode de Libre à toi où on pourrait peut-être aller plus loin sur d'autres sujets qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup explorer aujourd'hui, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça serait un grand plaisir pour moi Et je et au reviens avec plaisir, Flo. ah trop bien. Tu as passé un bon moment? J'ai passé un super moment avec toi. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu as envie de rajouter ou une question que tu as envie de me poser peut-être? Peu importe, c'est je t'en prie, c'est à toi de conclure, cet épisode. Ah, la grande pression de conclure l'épisode. Eh ben, en vrai, moi, le mot de la fin, c'est juste, et c'est c'est ce que j'ai dit, enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message pendant notre échange. C'est juste, en fait, aller à la rencontre de vous-même, n'ayez pas peur de vous rencontrer, et surtout, soyez très tolérants avec vous. Aimez-vous, inconditionnellement. Merci, merci, j'adore. C'est juste trop beau, c'est le message de Libre à toi, j'ai envie de te dire. Donc, merci beaucoup. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.